Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble quel ordinateur utiliser pour pouvoir retoucher tes photos et ou faire des montages vidéo. On est ici à Paris chez Lenovo, mon partenaire pour les ordinateurs, et on va être accompagné d'un professionnel qui va pouvoir tout nous expliquer sur le choix entre les ordinateurs portables et les tours. Nous voici donc maintenant dans les bureaux chez Lenovo en compagnie de Meza qui va être le professionnel aujourd'hui qui va nous expliquer un petit peu tout sur les ordinateurs. On va parler de composants, tous les composants qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un ordinateur portable et aussi d'une tour, et ensuite on va essayer de vous guider étape par étape pour savoir quel ordinateur choisir selon vos besoins, que ce soit au niveau du budget ou alors si vous faites de la photo ou de la vidéo. Ici dans cette vidéo on va récapituler un petit peu toute notre formation globale. Je vous le répète aussi, en dessous vous avez le lien, vous pouvez avoir toute la formation, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et là donc dans cette vidéo ça va vous permettre rapidement de voir un petit peu les composants, le budget aussi, les ordinateurs que Lenovo nous propose, et je vous le répète encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez avoir tous les détails, vous allez dans la formation juste en dessous. Bonjour Meza. Bonjour JC. Merci à toi de nous recevoir ici. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un peu la boîte aussi? Donc Meza Takaoka, en fait je travaille au sein de Lenovo en tant que technologiste sur une branche de produits qu'on appelle les stations de travail. Et chez Lenovo, Lenovo qui est le plus grand constructeur informatique mondial, puisqu'on est numéro 1 déjà depuis pas mal d'années. On couvre en fait pas mal de besoins au niveau de nos clients, que ce soit sur la partie grand public ou sur la partie professionnelle. Okay. On a différents types de produits comme les Yoga ou les Légion qui sont plutôt adressés pour le grand public. Légion qui est en fait notre marque de gamer. Et on a ensuite la série ThinkPad et ThinkStation, ou ThinkBook aussi, qui eux sont plutôt adressés pour la partie professionnelle, les entreprises. Voilà, et en fonction des besoins, en fait, on positionne ces produits en fonction des requêtes de nos clients. Ok, voilà. Parfait. Bon voilà, donc maintenant on va commencer par la partie un peu composants. On va aller pas forcément encore dans les détails, mais vraiment en large, et puis après on va parler un petit peu matériel. Alors c'est parti, on va voir ensemble les composants d'un ordinateur, que ce soit dans un laptop ou dans une tour. Qu'est-ce qu'il y a de plus important vraiment? Alors, il y a plusieurs composants, on va dire. Bon, je vais les citer rapidement et ensuite on rentrera un petit peu plus dans le détail, mais globalement il y a le processeur, ensuite on a la RAM, carte graphique, les disques durs, et ensuite l'écran, moniteur. Okay. Donc globalement, si on reprend en fait tout ça, au niveau des processeurs, au niveau des bases, on a deux grands fondeurs, donc deux fabricants de processeurs sur le marché que sont Intel et AMD. Côté Intel, en fait, ils font ce qu'on appelle les Core i, donc sur la partie grand public, et ensuite les Xeon côté professionnel. Core i, donc on a du Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Et côté AMD, en fait, ils ont aussi l'équivalent, donc ils ont la gamme Ryzen, qui est orientée grand public. Donc on a du Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Et sur la gamme professionnelle, en fait, ils ont ce qu'ils appellent les Threadripper Pro. D'accord. Voilà. Là en l'occurrence en fait il est plutôt préférable de privilégier la fréquence d'horloge du processeur. D'accord. Alors très souvent en fait, un processeur en fait globalement les caractéristiques c'est on indique le nombre de cœurs. Donc c'est 6 cœurs, 8 cœurs, ça peut monter au-delà. On a même des machines qui sont à 64 cœurs. Voire même on a même des machines qui peuvent monter à 120 cœurs mais en 2 fois 60. Okay. Et ensuite on a la fréquence d'horloge, donc c'est la vitesse de fonctionnement en fait, de ces cœurs de processeur. Alors, il faut savoir que certains logiciels en fait, savent tirer parti en fait, du nombre de cœurs, c'est-à-dire qu'ils savent répartir le travail sur plusieurs cœurs, mais globalement la majorité des logiciels sur le marché sont plutôt sensibles à la fréquence d'horloge et beaucoup moins au nombre de cœurs. D'accord. Voilà. Donc en général, il faut plutôt chercher une fréquence d'horloge au-delà en fait, des 2 GHz, donc des 2 GHz. Si c'est en dessous de 2 GHz, on peut considérer que le processeur n'est pas si véloce que ça. D'accord. Par contre, au-dessus, là, on peut considérer en fait que le processeur tourne bien. Voilà. Donc forcément, ça a une incidence en fait sur l'expérience utilisateur de la machine. C'est-à-dire que la personne qui utilisera cette machine, si elle a un processeur qui est véloce, qui a une fréquence d'horloge au-delà des 2 GHz, on peut estimer en fait qu'il aura une bonne expérience et quelque chose qui ramera pas trop. Et surtout pour de la photo, on va dire pour de la photo à partir de 2 Go c'est bien, peut-être 3 pour de la vidéo.
Oui, Là, dans tous les cas de figure, en fait, plus la fréquence est haute, mieux c'est, de toute manière. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Donc le processeur, en fait, l'idée, en fait, c'est un peu on va dire le cerveau, l'élément qui va calculer en fait tous les traitements. C'est qu'on va lui demander une tâche et l'ordinateur va nous restituer cette tâche. D'accord. Donc c'est le processeur qui va le prendre en charge. Très souvent, par exemple, certains traitements, certains filtres Photoshop, par exemple, utilisent le processeur. Le simple fait, par exemple, de gérer, on va dire, de gérer Windows, en fait, c'est du processeur, c'est du processing, hein, de toute manière. Donc c'est vraiment, en fait, on va dire, le cœur de la machine, quoi. C'est celle qui va vraiment, c'est ce composant, en fait, qui va faire en sorte que tous les éléments, en fait, on va dire, fonctionnent, tout simplement. Ouais, et donc après, carte graphique, par exemple. Alors la carte graphique, en fait, est très dédiée, en fait, à l'affichage. Ouais. Donc il faut savoir en fait que l'affichage en fait est constitué de pixels et que par exemple si vous prenez par exemple un écran 24 pouces en Full HD, donc Full HD en fait 1920 pixels par 1080 pixels, ça fait une certaine quantité de pixels et ces pixels en fait sont restitués par la carte graphique. Il faut savoir en fait que cette carte graphique embarque de la RAM vidéo. C'est cette RAM vidéo qui va stocker les pixels de l'écran. D'accord. Et si par exemple vous êtes amené à travailler sur plusieurs écrans, donc plusieurs écrans qui affichent chacun du Full HD, il faudra en fait avoir une carte graphique capable de supporter autant de pixels. D'accord. Tout simplement. Okay. Donc on peut tout à fait avoir 2 écrans, 3 écrans, 4 écrans. Donc, et ça c'est selon la carte graphique. Voilà, la carte graphique en fait va. Voilà exactement. Et il faudra à ce moment-là faire attention sur ce point, la quantité de mémoire vidéo embarquée. Donc moi je préconise au moins 4 Go. Bon, on trouve des cartes graphiques à 2 Go, mais bon, à la rigueur, on va plutôt privilégier du mono-écran à ce moment-là. Mais de mémoire vidéo, attention, c'est différent de la RAM. Hein. Voilà, exactement. Après, mais... Voilà, on verra ça tout à l'heure pour la RAM. Donc cette RAM vidéo en fait va être hyper important, mais il y a aussi un point en fait sur lequel la carte graphique a aussi son importance, c'est sur les compressions vidéo par exemple. Donc quand par exemple vous faites un montage sur Premiere et que vous souhaitez par exemple enregistrer par exemple un contenu pour YouTube, donc notamment c'est du MP4 qui est utilisé à ce moment-là comme codec vidéo. Et il faut savoir en fait que cette compression vidéo, donc le fait que votre montage devienne un fichier MP4, en fait c'est la carte graphique qui va faire ça, qui va faire ce job. Donc très souvent ce ne sera pas le processeur. Alors pourquoi ? C'est parce que très souvent les éditeurs de logiciels ont fait en sorte de déporter ce calcul, non pas sur le processeur, donc Intel ou AMD, mais sur la carte graphique, qui très souvent fait le job bien mieux et beaucoup plus rapidement. Et donc quelle est la différence aussi avec des cartes graphiques par exemple de gaming ? On entend souvent que les cartes graphiques de gaming sont mieux ou pas. Ouais, alors globalement en fait, les cartes graphiques de gaming ont cette particularité qu'elles ont une puissance de calcul qui est vraiment hyper intéressante parce qu'elles font de l'accélération 3D. Donc quand on joue à un jeu vidéo, en fait c'est un contenu 3D, full 3D, et que c'est la carte graphique qui restitue en fait ces images. Elle calcule aussi plusieurs fois. En fait, c'est comme si en fait on faisait du rendu, mais on envoyait plusieurs images en une seconde. C'est-à-dire que c'est des machines c'est très souvent des composants qui sont capables d'envoyer 60, 70, 80 images à la seconde, voire au-delà des 100 images à la seconde. Donc il faut savoir que c'est quand même la carte graphique est quand même un composant, on va dire, qui a un potentiel de calcul énorme. Et ça crée la fluidité dans les images. Voilà, exactement. Ça, en fait. Exactement. Forcément, quand on est capable d'envoyer autant de puissance de calcul pour un jeu vidéo, on est capable de le faire pour de la photo ou du montage vidéo, tout simplement. Donc très souvent, elles ont des caractéristiques qui sont même bien au-delà de ce qu'on pourrait attendre en fait pour faire de la photo ou de la vidéo. Donc, mais c'est vrai que c'est des composants en fait qui sont hyper intéressants dans ce genre de domaine. Et donc après, la RAM. Alors la RAM en fait c'est un peu l'espace de travail dans lequel vous souhaitez travailler, hein. Donc on peut imaginer ça sous forme de bureau. Ouais. Donc là ici on a agencé en fait 4 tables. On voit ici l'espace de travail donc, dans lequel on peut s'étaler pour faire notre présentation, etc. Il est clair qu'on aurait été un petit peu plus restreint si on avait enlevé 1, 2, 3 tables, et que ça aurait été un petit peu plus, on serait peut-être moins à l'aise. En fait la RAM c'est un peu ça aussi. Ça veut dire que c'est globalement comment le logiciel sur lequel je travaille peut s'étaler. D'accord. Donc, et notamment au fur et à mesure que vous rajoutez des éléments dans votre composition, dans votre travail, notamment le montage Photoshop, ou à la rigueur même le montage vidéo,
En fait, très souvent, ce sont des calques qu'on rajoute ou des pistes qu'on rajoute. Donc, des calques sur Photoshop, des pistes sur Premiere. Sur After Effects, on a aussi la notion de calque aussi, qui sont un peu un mix entre des calques et des pistes. En fait, plus on en rajoute et plus ça occupe de la RAM. C'est un peu comme si on s'étalait en fait sur son espace de travail. Okay. Il est clair que plus on a de RAM, mieux c'est. Donc là, en l'occurrence, il est préconisé, on va dire, d'avoir minimum 16 Go de mémoire vive dans la RAM. Mais plus vous en avez, mieux c'est. Ok, et surtout que c'est quelque chose qui coûte pas forcément super cher. Ouais, c'est pas le composant le plus cher en effet. Donc les cartes graphiques et les processeurs sont bien plus chers. Et selon les ordinateurs, alors on va pas rentrer dans ces détails ici là maintenant, mais parce qu'on a tout ça dans la formation, mais on est d'accord sur les ordinateurs des tours, on peut tout modifier dedans. Oui. On peut modifier la carte graphique, la RAM, etc. Oui. Sur les ordinateurs portables, certains on peut modifier certaines choses et d'autres non. Oui, en effet, oui. Sur les portables, en fait, certains éléments sont soudés et d'autres, en fait, sont amovibles. Quand c'est amovible, en fait, on peut se permettre de changer le composant. Voilà. Donc très souvent, c'est le disque dur et la mémoire vive, parce que tout le reste, en fait, en général, on n'y touche pas. Sur une tour, forcément, on peut être amené, en fait, à changer bien plus de choses. Donc, parce que tout est quasiment amovible Donc la RAM, c'est quand même super important. C'est pas forcément très coûteux. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut privilégier. Oui, en général, oui, c'est vraiment un élément qu'il faudrait ne pas négliger, en quelque sorte. Et donc, processeur, carte graphique, RAM, on est d'accord, c'est trois choses qui tournent vraiment ensemble. Enfin, tout le reste, tout l'ordinateur tourne ensemble, mais il ne faut pas non plus trop privilégier l'un par rapport aux autres. Exactement. Le but, c'est de trouver le juste milieu. Exactement. Il faut en fait avoir quelque chose d'assez équilibré en termes de choix. C'est-à-dire que si par exemple on a pris un bon processeur et une bonne carte graphique et qu'on a mis que 16 Go de RAM, en fait, les 16 Go de RAM risquent d'être l'élément qui va baisser les performances de la machine. Parce que le processeur et la carte graphique ne seront pas, on va dire, maximum. Voilà, on tirera pas parti au maximum en fait de ces deux composants-là parce que la RAM en fait aura été sous-dimensionnée. Donc autant à ce moment-là, il est préférable. Les deux autres un peu moins bien, mais la RAM un peu plus haute et on a un juste milieu. Voilà, exactement, ouais, tout à fait. Ou à la rigueur, si on veut rester sur un bon processeur et une bonne carte graphique, il faut peut-être monter la RAM au même niveau, c'est-à-dire à 32 ou 64 Go. D'accord. Voilà. Donc ça c'est hyper important. Et aussi un autre point, c'est le stockage. Donc la partie disque. Alors quelle est la différence entre RAM et disque et stockage? C'est que la RAM en fait, comme on l'appelle mémoire vive, pour entre guillemets vivante, en fait elle ne stocke l'information qu'à partir du moment où l'ordinateur est sous tension. Donc à partir du moment où on éteint l'ordinateur, il n'y a plus en fait ces composants, la RAM en fait n'est plus alimentée et forcément elle perd l'information. Donc d'où l'intérêt en fait d'avoir un composant en plus qui permet cette fois-ci de conserver l'information même quand l'ordinateur est éteint. Donc c'est ce qu'on appelle les disques durs. Les disques durs en fait on a plusieurs technologies. On a le SSD et les disques à plateau. Donc le SSD c'est la mémoire flash et les disques à plateau, donc ce qu'on appelle des disques durs HDD. En fait ce sont des plateaux avec une tête de lecture. Donc c'est un élément mécanique. En fait, dans ces deux technologies, en fait, on en découle en fait trois produits différents pour stocker. On a le disque dur classique plateau qui propose en fait l'avantage d'avoir des capacités de stockage énormes, puisqu'on monte en dizaines de téras. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 téra c'est 1000 gigas. Mémoire rapide. Mémoire rapide en effet parce que c'est mécanique. La partie mécanique fait que en fait, on privilégie plutôt la capacité de stockage mais pas la vitesse de lecture. Ensuite on a la technologie SSD SATA. Donc le SATA c'est la même technologie de vitesse de transfert que le HDD disque. Sauf que l'avantage en fait du SSD c'est que c'est de la mémoire flash, donc plus rapide, mais en passant par la connectique du HDD. Donc du disque dur à plateau. Et visuellement c'est plus fin. Voilà, c'est clairement beaucoup plus fin. Prend moins de place. Voilà, exactement. Et en fait, on a le troisième alternative qui est le SSD NVMe. Donc là, on part vraiment sur une autre technologie, c'est la mémoire flash, mais cette fois-ci directement branchée en fait sur une connectique dédiée qui en fait passe par ce qu'on appelle nous le PCI Express, qui est directement en fait relié en fait au processeur. Donc là, en l'occurrence, on a des bandes passantes beaucoup plus intéressantes en termes de vitesse de chargement, en termes de vitesse de lecture. Puisqu'on a une différence de quasiment x10 entre le SATA et le NVMe. Ah oui, donc c'est énorme. C'est énorme. Sur les ordinateurs portables, très souvent, ce qui est proposé, c'est des SSD NVMe. On a de moins en moins de disques SATA. D'accord. Et sur les tours, en fait, on a les deux, tout simplement en choix. Alors très souvent, on privilégie les SSD NVMe pour leur vitesse et surtout le côté compact des composants.
ça prend beaucoup moins de place. Et ensuite, on rajoutera en fait des disques, soit SSD SATA ou soit Pour des le disques stockage. durs HDD SATA Ouais. pour augmenter la capacité de stockage. Ok, bon après, là on n'en parle pas forcément parce qu'on est sur les ordinateurs, mais il y a aussi les disques externes Oui, qu'on peut rajouter. exactement. Nous, c'est vrai qu'on conseille aux gens de travailler sur le disque, donc sur le SSD, donc tu as dit, Ouais. le plus rapide, en interne, donc directement dans l'ordinateur où on va installer, donc il y a tout le système de l'ordinateur, Ouais, tous les logiciels qui vont tourner dessus. ouais, S'il est assez grand, le disque 512, 1 Tera, 2 Tera, on va pouvoir aussi stocker par exemple le projet sur lequel on est en train de travailler, parce que plus le disque est rapide en lecture, plus il va nous permettre de mieux travailler sur le projet. Alors que si on branche un disque dur externe qui est très lent par exemple, où on a tout notre projet dessus, ça va pas aller vite et on va pas En effet. bénéficier de tous les composants de l'ordinateur. Mais si on utilise un disque dur externe qui est très rapide aussi, cette fois-ci on va quand même pouvoir bénéficier de tous les composants de exactement. l'ordinateur. Exactement. Et le dernier point, c'est les écrans. Sur les ordinateurs portables, on a des écrans qui peuvent commencer aux 13 pouces, 14 pouces, 15 pouces, 16 pouces, 17 pouces. Et en fait, on a aussi les moniteurs, donc, qui eux peuvent se brancher aussi bien sur un ordinateur portable que sur un ordinateur de bureau. Là, en l'occurrence, on regardera plutôt les diagonales, donc 22 pouces, 24 pouces, 27 pouces, 32 pouces, 40 pouces, 44 pouces. Après, est-ce qu'on est au format 16 neuvième, 16 dixième ou panoramique? Ouais. Donc à vous de voir. Le panoramique a l'avantage de remplacer 2 écrans, si on veut faire du multi-écran. Sinon on peut faire aussi du 2x 24 pouces, 2x 27 pouces, c'est très confortable Il aussi. faut rappeler qu'il faut avoir une bonne carte graphique pour pouvoir brancher aussi Exactement. plusieurs écrans Ouais. pour que ça fonctionne Les bien. cartes graphiques, en fait, alors sur les ordinateurs de bureau, on a très souvent des cartes graphiques qui savent gérer qui ont 3 sorties vidéo ou 4 sorties vidéo. D'accord. Donc ça permet justement de gérer 3 écrans ou 4 écrans. Et sur certaines unités centrales, notamment ces deux-là, on est même capable de mettre plusieurs cartes graphiques. Ok. Donc ce qui permet de démultiplier le nombre d'écrans, tout simplement. Sur les ordinateurs portables, là c'est un peu différent parce qu'on a déjà l'écran embarqué en fait dans le châssis. Bien sûr. Donc là, on regardera la diagonale entre 13 jusqu'à 17 pouces. Et on regardera aussi bien sûr la résolution, que j'y reviendrai tout à l'heure. Mais en plus de ça, on a aussi différentes connectiques, puisque ici par exemple, sur cet exemple-là, on a ici du HDMI. Bien Et sûr. on a aussi 2 sorties en Thunderbolt. Thunderbolt, Donc qui permettent de Thunderbolt brancher les USB-C, Ok. donc qui permettent eux aussi en fait de pouvoir gérer des écrans. Alors certains écrans en fait, notamment des moniteurs comme ceux-là, ont directement des prises USB-C, donc qui permettent directement d'être branchés sur ce type d'appareil. Ou sinon on a des convertisseurs. Si l'écran n'a pas de prise USB-C, on a des convertisseurs USB-C vers Oui, bien sûr. HDMI ou DisplayPort, etc. Au niveau des résolutions, nous on préconise vraiment du Full HD minimum, donc ça veut dire du 1920 par 1080. Sinon en fait on peut monter au-delà, donc du QHD, donc du Quad HD, donc cette fois-ci on est sur du 2560 pixels. Ou à la rigueur du 4K. En fait, c'est un terme marketing, mais en réalité c'est du UHD, ça veut dire que c'est presque du 4K, c'est 3840 pixels. Ouais. Mais pour simplifier, en fait, on va dire, 4K. le langage, en fait, on dit 4K tout simplement. Ok. Parce que ça se rapproche des 4000 pixels, tout simplement. Bon, forcément, le budget va faire que vous aurez peut-être un budget pour vous équiper d'écran Full HD, Oui. ou d'écran Quad HD, ou d'écran UHD. Après, comme Ou on dit, 4K. voilà, l'écran c'est du confort. Peut-être, Exactement. selon le budget qu'on a, privilégier plutôt les composants à l'intérieur de l'ordinateur Ouais. qu'un super bel écran, du moins passer en 4K. Ouais. C'est plus du confort visuel. Alors, il y a juste quand même un truc, c'est que plus la résolution est haute, mieux, en fait, on va dire, très souvent la problématique qu'on rencontre sur certains logiciels, c'est que l'interface du logiciel prend un peu de place et laisse beaucoup moins de place en fait sur la partie travail, entre guillemets, ou visualisation. C'est vrai que quand on bascule sur du Quad HD ou du UHD, en fait, cette interface va être beaucoup plus petite et ça laisse beaucoup plus de place en fait pour travailler sur le contenu et sur le projet. Donc c'est pas négligeable quelquefois parce qu'on gagne quand même en productivité. Bien sûr. Faut savoir que par exemple si on fait du contenu essentiellement Full HD, si on est sur un écran 4K, forcément le Full HD sert directement en fait en Full HD en fait dans le 4K quoi, tout simplement. Et ça c'est vrai que on perdra pas en qualité, en perception de qualité. Oui, c'est sûr. Après, sans rentrer dans les détails, mais il y a aussi les écrans qui nous permettent d'avoir, qui vont montrer encore mieux les couleurs pour la retouche. Et là, on est sur des écrans qui coûtent beaucoup plus cher, mieux calibrés, toute la calibration des couleurs. Exactement, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça. En fait, chez Lenovo par exemple, nos écrans, donc nos ThinkVision série P, sont calibrés d'usine. D'accord, ok. Ils sont d'office calibrés d'usine.
pour les graphistes, mais on peut aussi les recalibrer à travers une sonde. Okay. Donc on a des sondes en fait qu'on peut trouver en fait assez facilement sur le marché et qui permet en fait de redéfinir en fait la restitution de la colorimétrie de ces écrans en fonction de l'environnement, quoi. Et on a même certains écrans en fait qui proposent en fait une casquette. L'idée en fait c'est de faire en sorte que le contenu ne soit pas perturbé par les lumières extérieures, bien sûr. pour pouvoir en fait avoir la meilleure restitution colorimétrique, notamment pour les salles de cinéma par exemple, des choses comme ça, quoi. Voilà. Ok, bon ben parfait. Bon voilà, maintenant on a vu les 5 gros composants qu'il y a dans un ordinateur et on va rapidement voir un petit peu maintenant comment va fonctionner l'ordinateur et surtout qu'est-ce qu'il nous faut au minimum en configuration maintenant qu'on comprend ce qu'il y a dedans pour faire de la photo et de la vidéo. Ouais, tout à fait. Alors, globalement, ce qu'il faudrait, c'est, je dirais que pour faire de la photo, par exemple, il est préférable de partir chez Intel vers du Core i5, chez AMD vers un Ryzen 5. Donc, c'est les processeurs en fait qu'on trouve plus communément en fait sur des prix qui sont assez agressifs, c'est-à-dire un bon rapport puissance-prix. Au niveau de la RAM, minimum 16 Go pour la photo. Pour la vidéo, il faudrait partir un peu plus que 16 Go. Il faut monter à 32, c'est clair. Ça va dépendre encore une fois de si on filme en Full HD, si on filme en 4K, si on fait du ralenti, il y a tout ça, quoi. Ouais, tout à fait. Au niveau carte graphique, alors on va dire qu'il faut minimum une carte graphique, allez, on va dire de 4 Go, même si une carte graphique avec 2 Go de mémoire vidéo devrait suffire pour faire du mono-écran. Mais si vous avez la possibilité de partir sur les 4 Go, partez sur les 4 Go, surtout que très souvent maintenant, la différence de prix entre une carte graphique 2 Go et une carte graphique 4 Go, elle est minime. Donc autant partir sur la 4 Go direct. Au niveau des disques, pour la photo, il est plutôt préférable de faire du 512 Go en stockage, en taille de stockage. Par contre, pour la vidéo, comme la vidéo prend beaucoup plus de place, il est préférable plutôt de partir sur 1 Tera de stockage, donc en SSD NVMe si possible. Et pour des écrans, donc après tout dépend si vous êtes sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Sur un ordinateur portable, moi je dirais que le bon ratio confort en fait c'est 15 pouces, même si on peut travailler sur un 14 ou un 13 pouces. Ouais, bien sûr. Mais le 15 pouces c'est un bon ratio et surtout très souvent on propose aussi un bon rapport taille-prix. Sur un écran, un moniteur en fait pour des ordinateurs de bureau, là je conseillerais plutôt du 24 pouces. On trouve vraiment des 24 pouces à moins de 200 € actuellement sur le marché. Donc autant partir là-dedans et en résolution Full HD. Voilà. Et sur les processeurs, d'accord quoi. Un i5 peut suffire en photo, on va dire que i7 en vidéo plutôt, et i9 vraiment si on commence à faire de la grosse vidéo avec pas mal de montage, peut-être plusieurs lignes en 4K sur notre timeline, parce que c'est là où ça va commencer à laguer en fait derrière. Oui, exactement. Alors il y a aussi d'autres cas de figure, il y a aussi des gens qui font des vidéos 360, c'est encore plus long. Ouais, bien sûr. Donc forcément, on est vraiment sur des contenus en fait qui demandent en fait de la puissance, parce que le contenu en lui-même est lourd. Très souvent, les effets qu'on rajoute par-dessus sont lourds aussi, parce que forcément, si vous travaillez aussi par exemple sur des photos panoramiques, très souvent c'est très lourd aussi. Ouais, bien sûr. Donc là, par contre, c'est de la RAM et un disque rapide. Donc, en fait, tout dépend en fait en quelque sorte du type de projet que vous produisez en fait sur ce type de machine, quoi. Tout simplement. Bon, parfait. Et puis après, pour toute la suite, savoir un peu plus en détail. On a discuté de pas mal de choses là, mais on n'est pas trop rentré dans les détails, même s'il y a quand même pas mal d'informations. Pour toute la suite, je vous le rappelle, on a créé une formation avec Mesa où il y a tout dedans, on explique pas mal de choses. Et surtout, après, on va donner pas mal de détails sur les ordinateurs. Vous voyez qu'il y a pas mal d'ordinateurs autour de nous. On va même démonter les tours, on va voir tout ce qu'il y a dedans, pas mal de choses. Donc voilà, pour vous guider étape par étape, pour savoir quel ordinateur choisir selon les composants, selon votre budget, vos besoins, n'hésitez pas, vous avez la formation, vous pouvez la voir, c'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire. Et puis encore une fois, merci à toi. Merci à Lenovo de nous avoir accueillis ici, de nous avoir présenté un peu tous ces produits. Il y a de tout pour tous les niveaux, tous les besoins, tous les budgets. Et ça, c'est génial. Donc voilà, encore merci. Et on se dit à la prochaine. Et j'espère que ça vous aura plu.